Salut tout le monde, je m'appelle Mathieu Fortin, je suis écrivain et je suis vraiment content de vous accueillir aujourd'hui dans mon lancement de livre. Un lancement de livre, c'est une activité qu'on fait les auteurs de temps en temps pour présenter officiellement notre livre aux gens, pour parler de commencer l'écriture de ce livre-là, puis peut-être même faire vivre quelque chose avec. Le livre que je te présente aujourd'hui, qui est mon tout dernier livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il s'appelle Légende étrange pour une nuit sanglante. C'est un recueil d'histoires de peur à se raconter sur le bord du feu de camp. Moi, j'aime ça, écrire des légendes. Je fais ça depuis longtemps, écrire des histoires. J'écris toutes sortes d'histoires. J'aime beaucoup les histoires de peur. Les histoires de peur, ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous donne un petit frisson. Et ça, c'est vraiment le fun. Quand j'étais un enfant, j'étais très, très peureux. Très peureux dans le sens de, par exemple, toucher un miroir, ça me faisait vraiment peur. J'avais peur de passer de l'autre côté. Je pensais que les miroirs, c'était comme des portes pour se rendre peut-être dans le monde à l'envers. Et ça me faisait vraiment peur. Chez moi, chez mes parents, aller dans le sous-sol, c'était compliqué. Pourquoi? Parce que l'interrupteur pour ouvrir la lumière, il était en bas de l'escalier. Je devais descendre dans le noir pour aller ouvrir la lumière, pour aller jouer dans le sous-sol. Et ça me faisait vraiment peur. Mais sais-tu ce qui est pire que ça? C'est d'être obligé de retourner en haut et de fermer la lumière avant de monter. Et ça me faisait vraiment peur. Les histoires de peur, ça a toujours été là dans ma tête parce que j'étais très peureux. J'étais un enfant qui avait peur un peu de tout. OK? Et malheureusement, pour moi, ben, les histoires de peur, c'est dans la vie de tous les jours. Tu sais. On a peur de plein d'affaires. Parmi vous, là, les élèves qui sont branchés en ce moment, qui regardent et qui écoutent, en levant la main, est-ce qu'il y en a qui ont peur des araignées? Et voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont peur des clowns? Ah, il y a des mains levées aux clowns, hein? Est-ce qu'il y en a qui ont peur des serpents? Quand même. Est-ce qu'il y en a il y a même des profs qui lèvent la main, c'est drôle. Heu, est-ce qu'il y a des gens qui ont peur des téléphones? Non. Des vidéos sur internet? Non. Ben, peut-être, là, il y a des élèves qui ont pas de caméra, mais dans ceux que je vois, personne n'a levé la main et pourtant, peut-être que tu pourrais avoir peur de ces affaires-là. Fait que moi, j'écris toutes sortes d'histoires, là. Vous pourrez aller voir si, vous avez jamais vu ça, mais Mathieu Fortin, c'est mon nom. Si tu vas sur mon site mathieuauteur.com, tous mes livres sont là avec des résumés. J'écris toutes sortes d'affaires, surtout des tu sais, j'aime ça quand c'est stressant, quand j'écris, j'aime ça les histoires de peur quand même et il y a quelques années, j'avais envie de voir c'est quoi aujourd'hui qui fait peur aux enfants. Je connais mes peurs à moi de quand j'étais enfant, mais les peurs des enfants d'aujourd'hui, je me disais: «C'est peut-être différent un peu quand même de ce que moi, j'avais comme histoire de peur». Donc il y a quelques années, je suis allé rencontrer des élèves, ben, en fait, pas des élèves, ben, des élèves, mais je suis pas allé dans les éc je vais souvent dans les écoles faire des ateliers d'écriture, faire des rencontres, faire vivre des plein d'affaires, mais là, je me suis dit: «Je pourrais aller voir des scouts». Je sais pas si tu sais ce que c'est les scouts, mais moi, j'étais dans les scouts quand j'étais enfant. Puis les scouts, tu apprends à faire de la survie en forêt, tu apprends à faire, des nœuds pour, dans différentes situations, tu apprends à faire des feux de camp, ce genre d'affaires-là. Moi, j'étais très peureux, donc mes parents m'ont inscrit dans les scouts pour que je sorte un peu de ma coquille parce que j'étais très timide aussi. Et là, je te raconte la vraie histoire. Je suis dans les scouts, ça fait pas très longtemps, je connais pas grand monde là, je suis stressé, j'ai peur et on part en camp. Un camp où on s'en va en autobus dans la forêt, on roule pendant 45 minutes, peut-être même 1 heure. On s'en va vers un petit village pas trop loin de là où j'habite, qui s'appelle Lac-Édouard. Mais pendant qu'on se rend là-bas, moi je le sais, à Lac-Édouard, il y a un hôpital abandonné. Et j'ai vraiment peur parce que j'ai l'impression que les adultes qui nous accompagnent nous amènent là-bas et qu'on reviendra jamais. Donc là, je suis dans l'autobus et j'ai vraiment très peur et on se rend jusque là-bas. On arrive à Lac-Édouard, on se stationne devant l'hôpital abandonné et là, c'est 100 vrai ce que je te raconte là.
Et là, j'ai vraiment peur et je pense qu'on va dormir dans l'hôpital abandonné, puis je me dis: «On sortira jamais de là». Mais non, on dort dans la maison des infirmières qui est à côté. Et alors, je suis dans tu sais, ils nous répartissent dans des chambres, là. Moi, je suis dans une chambre avec, 3 autres garçons et j'ai la chance, le privilège d'avoir une chambre avec une fenêtre. Une fenêtre qui donne sur l'hôpital abandonné. J'étais déjà très stressé et là, j'en revenais pas d'avoir ça là, cette bâtisse-là abandonnée de l'autre côté de ma fenêtre. J'étais très stressé et là, on se couche, tu sais, on fait notre petit rituel là de soir, on se fait un feu de camp, puis tu sais, ils nous présentent un petit peu ce qu'on va faire pendant le camp, puis après ça, on va se coucher dans nos chambres et là, c'est la nuit. Je dors et pendant que je dors, j'entends dans le mur extérieur, ça cogne. J'étais sûr que c'était les esprits des gens morts dans l'hôpital abandonné qui essayaient de rentrer, puis de venir nous manger ou nous tuer ou se venger. Je savais pas trop quoi penser. Je te rassure, j'étais encore vivant et il est rien arrivé. Les animateurs nous ont expliqué par la suite que, en fait, on est dans une vieille bâtisse, puis les vieilles bâtisses, le chauffage, c'est des tuyaux qui circulent avec de l'eau chaude dans les murs. Puis quand l'eau chaude passe dans les tuyaux, ils bougent. Puis quand les tuyaux ils bougent, ben, ça cogne dans les murs. Donc, il n'y avait pas de danger. On a eu peur des tuyaux qui cognent dans les murs. J'étais soulagé, là, mais en même temps, ça m'a permis surtout de comprendre quelque chose. C'est là que je m'en vais, là. Ça m'a permis de comprendre que des fois, on peut avoir peur, puis il y a pas de danger. Puis ça peut être le fun même. Je sais pas si tu as déjà remarqué, des fois, on a peur, puis ensuite on rit parce qu'on est soulagé. J'ai compris ça à ce moment-là et je me suis dit: «Et voilà, c'est aussi simple que ça. Les histoires de peur, ça peut être le fun». Tout ça pour te dire qu'après avoir publié une cinquantaine de livres peut-être, je me suis dit: «Je pourrais peut-être aller voir les jeunes scouts d'aujourd'hui, comme moi j'étais scout, puis ils pourraient peut-être me raconter ce qui leur fait peur à eux», tu sais? Moi, je sais ce qui me fait peur, ce qui me faisait peur quand j'étais petit, mais donne-moi 2 secondes, je viens d'avoir un petit message d'une prof qui ne réussit pas à se brancher. Il y a pas d'autre solution malheureusement. Hem, fait que je suis allé voir les scouts et je leur ai demandé: «Est-ce qu'on peut, tu sais, se raconter des histoires de peur?» Et là, les scouts m'ont dit: «Bien sûr, on va se raconter des histoires de peur» et là, pendant des semaines, j'ai rencontré des jeunes de 9 à 12 ans qui m'ont raconté leur peur. Là où je m'en vais avec ça, là, c'est que j'ai fait un petit livre qui s'appelle «Nouvelles légendes de feu de camp», que je sais que certaines classes parmi vous l'ont, ce livre-là. Donc, ce livre-là, je l'ai fait tout seul, c'est-à-dire que je l'ai auto-édité. Ça veut dire que j'ai travaillé tout seul. C'est moi qui ai payé quelqu'un pour corriger les fautes. C'est moi qui ai payé quelqu'un pour faire des images puis les placer dans le livre. Et ce livre-là, j'en ai fait imprimer quelques copies que j'ai envoyées aux jeunes qui avaient participé. Puis là, ces histoires-là dormaient chez moi. Puis là, je me suis dit, peut-être qu'il y aurait d'autres gens qui voudraient les lire, ces histoires-là. Peut-être que je pourrais avoir un éditeur, donc un éditeur, quelqu'un qui fait des livres, qui les envoie dans les magasins. Peut-être qu'un éditeur pourrait le faire avec moi pour que plus de gens puissent le lire. Donc, je l'ai envoyé à une maison d'édition qui s'appelle Planète Rebelle, qui fait des histoires, qui fait des contes surtout et des légendes. Et ils m'ont répondu, bien sûr qu'on aime ça. Et l'année passée, au mois de juin, j'ai publié donc une nouvelle version des Nouvelles légendes de Feu de camp qui s'appelle Légende étrange pour une nuit sans lune. C'est le premier livre de légende. Et là, ce livre-là, il est sorti au mois de juin l'année passée. Et en passant pour je sais que les classes qui l'ont, ça, c'est la nouvelle édition. Donc, il est ressorti avec le nouveau logo Lune Rouge parce que maintenant, c'est une collection de légendes qui s'appelle Lune Rouge, là. Donc, le livre, il est sorti l'année passée, au mois de juin, et là, c'était magnifique. J'ai vu qu'il y avait des gens qui voulaient lire des légendes. Le livre s'est retrouvé dans le top 50 des ventes au Québec pendant presque un mois. Ça m'était jamais arrivé. C'était vraiment très cool de vivre ça. Et là, il y a plein de profs, dont certains parmi vous, qui m'ont écrit pour me dire: est-ce que tu viendrais parler de légendes à nos élèves? Est-ce que tu veux leur faire écrire des légendes? Comment tu fais ça, écrire des légendes? Alors, j'ai fait des rencontres cette année dans les écoles pour parler de légendes. Mais l'été passé, donc à l'été 2023, mon éditeur, il m'écrit pour me dire: «Hey Mathieu, c'est le fun, le livre de légende, il marche bien, on en a vendu vraiment beaucoup, il faut qu'on le réimprime». Et on se demandait: «Est-ce que tu as d'autres légendes en stock que tu voudrais peut-être écrire?» Et moi, ça donne que j'avais d'autres légendes en stock parce que j'avais déjà fait des projets
de légende, mais dans une forme différente. J'avais écrit des histoires qui s'inspiraient de l'histoire locale, de certaines villes, de certains villages. Parce que moi, j'aime ça aller chercher ce qui est vrai, puis m'en inspirer pour écrire. Fait que pour faire mon premier recueil de légendes, j'étais allé rencontrer des scouts, ils m'avaient raconté ce qui leur fait peur, et j'étais parti de ça. Mais là, j'avais déjà en stock des histoires qui parlaient de la région où j'habite, donc que j'avais regroupé dans un livre qui s'appelle Enraciné. Et j'avais aussi fait un projet d'écriture avec des élèves. Moi, j'aime ça faire écrire les gens. J'avais fait un projet d'écriture avec des élèves qui font l'école à la maison. Donc, pas juste parce qu'il y avait la pandémie, là. Eux, ils font toujours l'école à la maison. Vous en connaissez peut-être des élèves comme ça qui ne vont pas à l'école, que c'est leurs parents qui leur font l'école à la maison. Mais ces élèves-là, moi, je me disais, ça pourrait être le fun de faire un projet pour les faire écrire. Et on a fait ensemble un livre qui s'appelle Dans une fin du monde près de chez vous. Mais dans ce livre-là, moi, j'ai rajouté des petites légendes qui parlent de différents villages d'où venaient ces enfants-là. Fait que j'avais déjà des légendes en stock, je les ai retravaillées et mon éditeur était très content quand je lui ai envoyé ça. Les textes pour faire Légendes étranges pour une nuit sanglante. Donc, il y a 14 nouvelles légendes. Il y en a 15 dans le premier et 14 dans celui-là. Et c'est des histoires de peur qui se déroulent dans les villages, pas trop loin de chez nous souvent, mais je me promène quand même un petit peu dans différentes régions du Québec. Et en passant, j'aimerais ça en faire d'autres. J'aime ça, les histoires de peur, j'aime ça, les légendes. Je vous le dis tout de suite, là, si jamais vous connaissez des légendes de votre région, de votre coin de pays, des faits bizarres qui se sont passés, des anecdotes étranges, puis que vous aimeriez ça, que j'écrive une vraie légende avec ça pour un prochain livre, n'hésitez pas, envoyez-moi ça. Envoyez-moi des messages, des photos de ces affaires-là, des articles de journaux si vous en avez. Ça va me faire plaisir. Moi, je cherche toujours de l'inspiration pour faire des nouvelles légendes, OK? Parce que j'aimerais vraiment ça, en faire un nouveau recueil éventuellement. Peut-être l'an prochain si ça va vite, mais peut-être plus loin. Fait que, tout ça pour te dire que ces deux livres-là, ils existent maintenant. Depuis celui-là, depuis un an, puis celui-là, depuis quelques semaines. Il est sorti, je pense, il y a 2 semaines dans les librairies. Donc, c'est ça l'idée d'un lancement, c'est de vous présenter un petit peu le concept. Et là, bien évidemment, peut-être que vous avez besoin que je vous en lise des histoires de peur, tu sais, pour vous faire voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Fait que installez-vous confortablement. Assurez-vous de ne pas avoir trop peur et je vous en lis quelques-unes. OK? Donc, c'est ça l'idée. Je vais mettre mon fond d'écran d'ambiance de peur. Voilà. Et bienvenue dans Les légendes étranges pour une nuit sans lune. On va commencer avec celui-là. J'espère que vous n'aurez pas trop peur, là. Il y a des légendes qui font plus peur que d'autres. J'ai choisi mes préférés que je vais vous lire. Donc, dans ce recueil-là, le premier, les titres des légendes sont Le fantôme du feu de l'église, Le monstre de Bécancour, Le local de retrait, La toilette rouge sang, Doux, doux, Le chêne carnivore, Le sacrifice de la sorcière, Trois morts rue du meurtre, Ne répondez pas, Les esprits du lac, La voix de la bête, La vidéo maudite, Un reflet dans la nuit, Chat qui parle, Chat qui tue, et la dernière s'appelle Aucune issue. Et moi, je vais vous lire en premier le local de retrait, qui est une de mes histoires préférées. Attention, ça commence. Cette histoire-là s'est déroulée dans le bout de Victoriaville. C'était dans une école où le local de retrait était un peu particulier. Au départ, il n'y en avait pas. Mais une année, un garçon très turbulent en a eu besoin. L'école avait aucune classe libre et surtout aucun budget pour qu'un surveillant s'occupe d'un seul élève. Heureusement, le directeur avait un placard qui ne servait pas à grand-chose dans son bureau. C'était un local pas très grand, avec des étagères métalliques vides le long des murs et une porte sans fenêtre. C'était cruel, mais pour l'époque, c'était la seule solution. Donc, le placard avait été aménagé avec un pupitre et une chaise. Comme ça, le jeune en retrait pouvait quand même faire ses travaux. Le directeur laissait la porte ouverte puis jetait un coup d'œil sur le délinquant de temps en temps. Au besoin, le grand patron de l'école pouvait aussi fermer la porte parce que le jeune ne devait pas entendre tout ce qui se passait dans le bureau.
le placard de punition n'était pas utilisé souvent. Les élèves avaient entendu une rumeur. S'ils dérangeaient, ils allaient se retrouver enfermés dans un garde-robe. Ils craignaient cet endroit tout petit, sans fenêtre, surtout qu'ils étaient presque certains d'y passer toute la journée. Mais tu sais ce qui est arrivé une année? Il y a un garçon qui était martyrisé par les autres. Il y avait quelques gamins qui ne le laissaient jamais tranquille. Tu sais ce que c'est, hein? Ils sont discrets, ils sont subtils, ils se font jamais prendre. Un jour, le garçon timide en a eu assez. Il a attendu les autres un matin au même endroit que d'habitude. Souvent, il devait leur donner son argent de poche, il perdait sa collation ou sa boîte à lunch. Souvent aussi, il se retrouvait avec des bleus parce qu'on le frappait, on le poussait. Mais pas ce jour-là. Il avait préparé une vengeance, quelque chose qui allait inciter ses camarades à lui foutre la paix. Quand ces tortionnaires sont arrivés, il a mis son plan à exécution. Je peux pas te dire qu'est-ce que c'était parce que je le sais pas, puis c'est pas ça l'important. Ce qui est marquant dans l'histoire, c'est qu'il y avait un témoin, une prof, a vu ce qui s'était passé. Même si elle savait que ce petit gars-là, il était pas méchant, que c'était lui qui se faisait intimider, elle n'avait pas le choix d'agir. Elle était avec ses élèves, fallait qu'elle donne l'exemple. Le petit garçon, d'habitude si sage, s'est retrouvé dans le bureau du directeur, dans le placard de punition. Il pleurait. Il essayait d'expliquer la situation, mais sans preuve de son intimidation, on ne pouvait rien faire. Le garçon s'est retrouvé prisonnier du placard. Ce qu'il avait fait, c'était si grave qu'il devait passer une semaine entière dans le garde-robe. Tous les jours, ses parents devaient l'amener à l'école directement au bureau du directeur. Il passait toute la journée là-dedans. Il dînait même sur place, dans le local fermé. Ses parents venaient le chercher après l'école. En une semaine, à cause de la porte souvent fermée, le garçon il a décidé d'explorer le placard. C'était pas grand, mais il y avait quand même une trappe. Elle était en dessous de l'étagère de gauche, qui n'était pas fixée sur place. Il n'y avait presque pas besoin de la bouger pour avoir accès à l'ouverture. Le troisième jour, le directeur a fermé la porte en disant qu'il y avait une réunion importante. Le gamin savait que c'était le temps d'explorer. Il a poussé l'étagère en silence, puis a ouvert la trappe. Une échelle était vissée dans la paroi de béton. Il a descendu lentement parce qu'il faisait noir de l'autre côté. Il est arrivé en bas, dans la pénombre. Il a entendu un gros bruit provenant du dessus. Il s'est mis à paniquer. Il est remonté en vitesse, mais la trappe était fermée. Il n'était pas capable de pousser pour qu'elle s'ouvre. Il a crié jusqu'à en avoir mal à la gorge, mais rien à faire. Il était pris dans un local où il faisait un noir presque total. Il est descendu pour trouver une autre issue, mais c'était une toute petite pièce. Il y avait des vieux pupitres entreposés. Il y avait un peu de lumière qui provenait d'une fenêtre dans un coin, une fenêtre dissimulée par de l'herbe puis de la terre. Il a essayé d'empiler des pupitres pour grimper, mais c'était pas stable. Il est tombé une fois, deux fois, trois fois. À chaque tentative, il se blessait un peu plus. Il a décidé d'attendre. Quelqu'un allait bien finir par se rendre compte qu'il avait disparu. Quand il est revenu dans son bureau, le directeur, il n'a pas vu le petit gars. Il a cru que la secrétaire l'avait fait sortir. Il n'a pas remarqué dans le placard que l'étagère avait été déplacée. Tu vas me dire que les parents du petit gars, ils ont bien dû finir par arriver. Tu as raison. Ils s'en venaient vers l'école quand ils ont eu un accident. Un camion citerne a foncé dans leur véhicule. L'essence a brûlé, puis les parents sont morts dans l'auto. Personne ne savait que le petit gars n'était pas avec eux autres. Tout le monde pensait qu'il était dans l'auto à ce moment-là. On a tenu pour acquis qu'il avait péri avec ses parents. Le garçon, lui, il a crié. Il a hurlé. Il a crié encore. Sans succès. Il ne pouvait pas savoir que le directeur partait en vacances pour 2 semaines, même si l'école était ouverte. Le petit gars il a tenté d'atteindre la fenêtre plusieurs fois, sans succès. Tout le monde a oublié le garçon après l'enterrement de sa famille. C'est seulement quand l'école a été rénovée qu'on s'est souvenu de lui. Les entrepreneurs qui souhaitaient agrandir le bureau du directeur, ils ont découvert la trappe dans le placard. Quand ils l'ont ouverte, ils ont trouvé le squelette du petit gars, à côté de bouteilles d'eau vide qui provenaient d'une caisse qui avait été oubliée là il y a longtemps. Puis il y avait des traits gravés dans le mur. Puis on a su que le petit gars il avait survécu 2 semaines tout seul, en dessous du local de retrait. C'était la première légende que je voulais vous lire ce matin.
Là, ce qui est le fun des légendes, c'est que peut-être ça t'a pas fait peur du tout, peut-être que oui, je sais pas. As-tu aimé ou t'as pas aimé? Pouce en l'air, pouce en bas? Ah, il y a des élèves qui sont pas sûrs, hein? Fait que c'est ça l'idée. Ça peut t'avoir fait peur, ça peut ne pas t'avoir fait peur, ça se peut t'avoir inquiété, on le sait pas, hein? Ça dépend toujours de nous, ça, si on a peur ou pas. Oh, il y a des élèves qui ont fait des cœurs, merci. C'est gentil. Euh, je t'en lis une autre de celui du premier livre, OK? Elle s'appelle Ne répondez pas. Les gens qui ont vécu cette histoire-là n'ont plus jamais été les mêmes par la suite. Ben, ceux qui ont survécu, là, on s'entend. Parce qu'il y a beaucoup de victimes qui sont juste pas revenues. Tout commence quand tu te promènes dans le bois. Il y a des petites montagnes, peut-être au loin, des arbres, tu sais, tu es dans l'ambiance de la forêt. Je peux pas te dire exactement où ça risque de t'arriver. Les histoires que j'ai entendues placent les événements à différents endroits, mais toujours, tu sais, dans la forêt. Moi, ce que je vais te raconter là, ça se passe dans le bout de Plessisville, mais tu sais, ça pourrait arriver peut-être ailleurs, là. Fais attention. Tu as juste à être prudent, puis ça t'arrivera pas. Toutes les fois que ça s'est produit, c'est quand quelqu'un s'est retrouvé tout seul en forêt. Pas besoin d'aller explorer en solo pour que ça arrive. Non, non. Juste être 5 petites minutes solitaire, entouré seulement par les bruits de la forêt, les branches qui craquent, le bruissement des feuilles ou le ululement des hiboux, c'est tout ce que ça te prend. Si tu t'éloignes de tes amis pour une soudaine envie, tu risques de l'entendre. Si tu es en compagnie de tes parents en camping puis qu'ils te quittent du regard pour monter la tente, ça peut sonner. Je te parle du cellulaire maudit, le téléphone perdu dans le bois dont tu veux jamais entendre la sonnerie. Si t'es comme moi, tu ne pourras pas résister. Quand le cellulaire sonne, tu as envie de répondre. Tu as juste envie de dire oui, allô. Si t'es comme moi, tu vas ressentir l'urgence de chercher l'appareil pour faire cesser la sonnerie. Mais faut pas. Faut que tu résistes. Reste assis, puis respire. Respire profondément. Faut que tu contrôles ton envie de vouloir répondre au téléphone. Rappelle-toi que tu es au milieu du bois, puis que ce n'est pas ton cellulaire qui sonne. Ça se peut même que tu sois dans une zone où il n'y a pas de réseau, que c'est impossible qu'un cellulaire sonne. Et pourtant, tu vas l'entendre sonner, même si ça ne devrait pas arriver. Si tu es tout seul trop longtemps, genre plus que 2 ou 3 minutes, ça peut arriver. Au début, c'est juste un petit son aigu. Tu sais, comme tu vas avoir l'impression de l'entendre juste du bout de l'oreille, là, comme quand quelqu'un écoute de la musique avec des écouteurs et que tu entends juste un peu le son, là. C'est le premier signe. Mets tes mains sur tes oreilles, resserre tes vêtements, place-toi en position sécuritaire puis respire. Respire profondément. Le son va s'arrêter dès que des gens vont t'entourer. C'est ça le truc du téléphone. Il sonne parce qu'une seule personne peut l'entendre. Si tu te lèves pour le chercher, le cellulaire va te guider vers l'endroit que tu devrais éviter, là où vas te retrouver isolé. Tu ne croiras pas tes parents ou tes amis pendant ta quête, tu ne les verras pas. Ils ne seront pas là. Si tes parents ou tes amis partent à ta recherche, ben, ils vont se retrouver tout seuls, eux autres aussi. Puis là, tu te dis peut-être, ben parfait, ça, ils vont entendre la sonnerie, puis on va se retrouver ensemble, puis ça va arrêter. Non, tu te trompes. Parce que eux autres aussi, ils vont l'entendre le cellulaire dès qu'ils vont être tout seuls, là. Mais ça ne les guidera pas vers toi. Il n'y a pas plusieurs téléphones, il y en a juste un. Mais il est capable d'amener plusieurs personnes à plusieurs endroits différents en même temps. Peu importe qui répond en premier, c'est peut-être tout le monde qui va y passer. Fait que bouge-toi les oreilles, puis arrange-toi pour éviter de t'éloigner du groupe. Si tu as le malheur d'être ensorcelé par le téléphone, ben tu ne vas pas te soucier du monde autour de toi. Les branches vont t'égratigner, mais tu t'en rendras pas compte. Tu vas peut-être te tordre une cheville ou même te blesser plus sérieusement, mais plus tu seras près du téléphone, moins tu vas sentir la douleur, moins tu vas paniquer. Comme si plus tu es proche de lui, moins ton corps est important. Toute ton attention sera concentrée sur l'appareil. Si tu vas jusqu'au bout, mais tu vas le voir, le cellulaire. Il est posé sur une souche. Ça va être un vieux modèle. Un téléphone qui flippe, là, minuscule, avec des vraies touches pour appuyer dessus. Puis tu vas voir une lueur à chaque sonnerie. C'est le petit écran qui s'allume. Si tu le prends puis que tu l'ouvres, tu vas voir que c'est ton nom qui s'affiche, comme si c'était toi qui appelais.
Mais même si tu as un petit cellulaire dans tes poches et que tu vérifies, tu vas voir que c'est pas toi qui appelle, là. C'est le cellulaire qui te joue un tour. C'est ta dernière chance. C'est là, là. Faut que tu résistes. Faut pas que tu répondes. Je te l'ai dit au début, certaines personnes étaient changées à jamais parce que dès que tu entends la sonnerie, tu peux garder des séquelles. Mais ceux qui ont marché le plus proche du téléphone, c'est les plus affectés. Surtout ceux qui se rendent jusqu'au bout, qui le prennent dans leurs mains puis qui répondent. Si tu penses que le téléphone va te tuer, c'est pire que ça. Tu vas disparaître. Si tu ouvres le rabat, personne ne te reverra. Je ne peux pas te dire quand ça a commencé ni d'où ça vient. Tout ce que je sais, c'est que c'est vrai. Fait que retiens bien la morale. Si tu te retrouves seul en forêt, réponds pas au téléphone. C'était la légende, ne répondez pas. Et là, ça a l'air de rien de même, hein? Mais là, si tu te demandes si ça se peut, tu chercheras sur Internet et tu vas voir qu'il y a vraiment dans le bout de Plessisville une forêt où il y a eu des disparitions. Et tu vas voir qu'il y a vraiment dans le bout de Plessisville un endroit où il n'y a pas de réseau cellulaire, mais tu vas voir, il y a des enfants qui racontent avoir été perdus dans la forêt et quand ils sont revenus, il leur manquait un ami qui était parti à la recherche du téléphone qui sonne dans la forêt. Moi, je ne suis pas parti de rien, là. Je suis parti d'une histoire vraie pour te raconter ça ce matin. OK? Donc, c'est l'histoire du cellulaire dans le bout de Plessisville. Ça, c'est des légendes qui sont dans le premier livre qui s'appelle Légendes étranges pour une nuit sans lune. Il y en a 15 en tout. OK? Donc, une petite dernière dans celui-là, tiens, parce que j'aime ça faire ça. J'espère que vous appréciez quand même les légendes, là. Euh, J'espère que ça ne vous fait pas trop peur. J'espère un petit peu quand même, un petit frisson peut-être, là. Euh, un reflet dans la nuit. Je l'aime beaucoup celle-là. Alors voici. Tu sais, il y a des gestes qu'on fait par réflexe, sans penser. Des trucs de tous les jours qui sont juste normaux. Je te donne un exemple. Dormir. Peut-être que tu ne sais pas, mais c'est dangereux dormir. Ça dépend toujours de quand tu te couches puis de l'endroit où tu fermes les yeux. Il faut que tu fasses attention si tu te trouves proche des reflets. Tu sais, quand il fait noir dehors, mais que la lumière est ouverte en dedans, dans ces moments-là, les fenêtres, c'est comme des miroirs. On voit à travers, mais on voit aussi notre reflet. Mais c'est pas toi que tu croises. C'est quelqu'un qui te ressemble, mais qui vit dans un autre monde. Tu vois juste une image floue de cet endroit-là. Les gens que tu peux observer dans ce temps-là s'appellent les reflets. Avant, on ne pouvait pas les épier. Tu sais, quand les maisons ont commencé à avoir des fenêtres, ben, les reflets sont apparus. Il y a des régions où les reflets sont plus actifs que d'autres. On les voit plus souvent. Ils apparaissent quand la lune se cache dans les nuages. Ils vivent dans les fenêtres ouvertes, puis toutes les surfaces réfléchissantes, qui agissent comme des miroirs à temps partiel. Quand tu te couches le soir, les reflets sont libres de se promener dans les vides de ta maison. Le jour, ils n'apparaissent pas. Ils en profitent pour se reposer. Mais la nuit, ils sortent, puis ils hantent nos demeures. Si tu invites quelqu'un à Saint-Célestin, Saint-Grégoire, Sainte-Monique, Grand Saint-Esprit, dans ce bout-là, si quelqu'un t'invite là, il faut que tu repartes avant le coucher du soleil. Tu ne dois sous aucun prétexte dormir dans ces villages-là. C'est pas que les gens qui habitent là sont mauvais, c'est parce qu'il y a une genre de malédiction sur ceux qui viennent d'ailleurs puis qui dorment là. Si tu déménages là, c'est correct. Tu vas être accepté par les reflets. C'est si tu passes une nuit que tu vas être dans le trouble. Si c'est juste une nuit. Tu sais, les reflets, ils ont besoin de manger. Ils sont attachés au lieu. Ils respectent les gens qui habitent. Mais ils n'aiment pas les envahisseurs. Ceux qui sont juste de passage. Fait que si on t'invite à dormir dans un petit village-là, dis non. Trouve n'importe quelle raison, puis sauve-toi. Je te dis pas que les reflets viendront te chercher, mais ça pourrait arriver. C'est ça qui s'est produit il y a un petit bout. Un petit gars de 11 ans. Ses parents ils habitaient dans un village dans ce bout-là. Il avait été déposé là pour la soirée. Ses parents assistaient à un spectacle pas trop loin, là, à Drummondville. Puis il devait revenir le chercher avant la nuit. Fait que le petit gars, il devait pas dormir chez ses grands-parents, tu sais. Mais vers 10 heures, il cognait des clous sur le film que son grand-père regardait. Fait que sa grand-mère a insisté pour qu'il se couche, au moins, dans la chambre d'amis en attendant ses parents. Il faisait chaud, la fenêtre de la pièce était ouverte. Le garçon était étendu sur la couette. Il ignorait qu'en posant ce geste, il venait de permettre l'entrée des reflets. Puis les reflets, ils avaient faim. Très faim. Dans la lueur de la veilleuse branchée sur le mur, l'enfant a aperçu du mouvement à l'extérieur. Il s'est approché lentement, mais dehors, il n'y avait rien. Il a vu son propre visage reflété dans la vitre. Puis le reflet lui a fait un clin d'œil. Le garçon a fait un pas vers l'arrière, puis s'est enfoui sous la couette.
Il s'est frotté les yeux puis il a essayé de se calmer. Il s'est dit qu'il était juste fatigué, que c'était impossible que son reflet lui ait fait un clin d'œil. Quand il a osé sortir sa tête du dessous de la couverture pour observer la chambre, il a cru voir quelque chose bouger dans le miroir au-dessus de la commode. Puis il a regardé franchement dans la glace. À sa grande surprise, il voyait toute une famille réunie de l'autre côté, les reflets qu'il observait attentivement. Il a paniqué, tu sais. Mais il est sorti de la chambre en courant. Ses grands-parents n'étaient pas là. Il les trouvait nulle part. Dans la cuisine, une fenêtre était ouverte. Il a encore aperçu des reflets. Puis dans ceux-là, il y avait sa grand-mère puis son grand-père. La mémé semblait en dehors de la maison, mais elle avait l'air à l'intérieur aussi. Elle s'approchait de la vitre, puis bientôt, un poignet est sorti de la fenêtre. Un vieux bras sec, parsemé de taches de vieillesse comme celui de sa grand-mère. La tête de la vieille est passée à travers l'ouverture, puis le garçon s'est mis à hurler. Ses cris ont redoublé quand la grand-mère y a ordonné de se taire. Elle lui a dit avec un grand sourire carnivore, les reflets aussi ont besoin de manger. Le garçon a couru vers la porte pour sortir de la maison. Le reflet ressemblant à son grand-père est apparu à cette fenêtre-là, puis a commencé à la traverser pour rentrer dans la maison. Le jeune il a foncé vers la salle de bain pour se cacher. En entrant, il a trébuché. Il est tombé, sans contrôle, vers le miroir. Il s'est pas arrêté. Il est passé à travers, comme s'il plongeait dans une flaque d'eau. Puis on ne l'a plus jamais revu. Sauf par ceux qui s'arrêtent pour dormir des fois, dans ces villages-là, et qui survivent pour te raconter ce qu'ils ont vu. C'était des légendes étranges pour une nuit sans lune. Voici maintenant des légendes tirées de légendes étranges pour une nuit sanglante. Et là, c'est ce que j'ai mis derrière moi, là. Nuit sans lune, nuit sanglante, tu comprendras qu'il y a peut-être un petit peu plus d'intensité dans celui-là, OK? Donc, l'idée de ces légendes-là, évidemment, c'est de créer des petites peurs pour toi. Donc, le résumé, tiens, prépare-toi au pire. Rapproche-toi du feu, enveloppe-toi dans ta couverture et arme-toi de courage. Les légendes étranges sont de retour. Reste près de tes amis et écoute bien ces histoires de poupées maléfiques, de haches assoiffées ou d'aînés affamés. Un conseil, vérifie les piles de ta lampe de poche si tu dois t'éloigner. Sinon, la nuit sanglante pourrait te dévorer. Dans un livre, il y a une dédicace. Une dédicace, c'est à qui on écrit. Alors, ce livre-là, sa dédicace, c'est à tous les conteurs de feux de camp qui font vivre les légendes. Et là, il y a une note de l'auteur. Les légendes que vous allez lire dans ce recueil sont tirées de faits réels. C'est tout inspiré d'histoires vraies, ce que je te raconte là. OK? C'est toute partie de choses réelles que j'ai vues, que j'ai lues ou qu'on m'a racontées. Dans celui-là, les titres sont les suivants. Poupée molle, poupée folle. Presque mort, presque vivant. Vice de construction. Ceux qui brûlent bien. Prix à payer. Perce le papier, perce le cuir. Un sirop si sucré. La quête du meunier. Le curé endiablé. L'homme de bois. Désarroi des rats. Exploration sacrée. L'âme la plus noire. Et finalement, géant de fer, géant de chair. Moi, j'ai envie de vous lire ce matin deux légendes là-dedans. La première s'appelle Désarroi des rats. Attention, c'est peut-être un peu plus intense. Désarroi des rats. Si j'étais toi, je me tiendrais loin des trucs qu'on voit sur Internet pour t'aider à contrôler ton déficit d'attention. La majorité des vidéos que tu peux voir, autant sur YouTube que sur TikTok, c'est n'importe quoi. Puis des fois, c'est dangereux. Mais les pires recommandations sont celles qui parlent de s'auto-médicamenter. Dans n'importe quel domaine, si tu veux mon avis, personne à part ton pharmacien ou ton médecin ne devrait dire quoi prendre pour traiter ta maladie ou ta condition. Tu pourrais empirer ta santé, ou pire encore. Ce que je vais te raconter là, c'est quelque chose qui aurait pu m'arriver.
Vois-tu, quand on a soupçonné que j'avais un TDA, pas de H, là, mais quand même, j'ai passé des tests. Mais avant de me donner une pilule pour diminuer les désagréments de mon cerveau trop stimulé, mon médecin voulait que j'applique des changements dans mon environnement. J'étais d'accord avec ça, mais ça allait pas vite. Les oublis répétitifs et les manques d'organisation, ça nuisait vraiment à ma vie. Fait que j'ai fait des recherches. Je voulais savoir si je pouvais changer mon alimentation, si je pouvais prendre des produits naturels, des suppléments. Tu sais, ce genre de passe-passe-là. Fait que j'ai fouillé sur Internet, tu comprends? Je me suis retrouvé dans un Reddit avec plein de trucs pour les TDA. C'est là que je suis tombé sur la mort au rat, la strychnine. C'est un produit très mortel, extrêmement dangereux qui tue les rongeurs. C'est dangereux pour vrai. Touchez pas à ça. C'est poison. Très dangereux. C'est un produit, mais il y en a qui disent que ça pourrait aider à la concentration quand on prend juste un petit peu. Il y a des personnes qui parlaient de leurs expériences avec ça là-dessus, puis ils disaient que ça marchait. Fait que moi, là, j'étais prêt à l'essayer un peu. Je sais que c'était une super mauvaise idée. Pour vrai, touchez pas à ça. OK? Mais je me suis dit, très, très petite dose, juste pour voir ce que ça donne. Fait que j'ai acheté du poison à rat à quincaillerie. Puis là, je suis retourné voir sur l'espèce de site pour voir comment ça marche. J'ai changé d'idée finalement. Parce qu'il y avait un nouveau post dans la discussion. C'était un ado qui avait écrit. Ben, si je me fie à l'orthographe, là, puis aux expressions que je connaissais pas vraiment, genre, c'était écrit wesh. Racontait qu'il savait plus quoi faire avec son père. Il disait qu'il était rentré à la maison, qu'il avait trouvé son père inconscient près d'une bouteille de poison à rat. Dans sa maison, il était aux prises avec une infestation. Ça donnait bien. Le père prenait de la strychnine pour aider à se concentrer. Il faisait ça, lui, pour son TDA. Il prenait du poison à rat en petites doses. Fait qu'il y en avait du poison à profusion. Fait que le jeune, il a ajouté que quand il a trouvé son père était pas mort. Mais il râlait comme jamais. Il avait les yeux révulsés, le corps secoué de spasmes, puis sa bouche claquait dans le vide, comme s'il essayait de manger quelque chose. Tu sais, genre, là, je dois t'avouer que j'espérais que le jeune nous dise qu'il avait appelé le centre antipoison, tu sais. Mais il n'en parlait pas. Ça aurait dû être son premier réflexe. Mais il faut croire qu'il a préféré chercher sur Internet. Il raconte qu'il a utilisé des trucs qu'il a trouvés sur Google. L'ado, il a essayé de faire vomir son père, mais ça n'a rien changé. Il a donné de l'eau pour diluer le poison, mais son père est resté dans un état étrange. Pas tout à fait réveillé, pas tout à fait endormi, les yeux à l'envers, puis les muscles contractés. Le lait non plus n'a rien changé. Le jeune a transporté son père dans son lit en espérant que ça redevienne normal, mais c'était loin d'être le cas. À ce moment-là, dans son poste, il y avait une vidéo. On voyait son père se redresser sur son lit, les sens en alerte. Il bondissait pour s'accroupir au bout du matelas comme un chat qui chasse. La seconde suivante, on le perdait de vue parce qu'il sautait en bas du lit. Mais quand le jeune a tourné son cellulaire dans la bonne direction, on voyait à l'écran que le père tenait un rat, bien joufflu, dans ses mains. Le jeune criait: «Non, papa, arrête!» Mais le père était totalement absent. Son regard affichait maintenant une faim dévorante, alors que l'homme approchait la tête du rongeur de sa bouche. Il salivait vraiment beaucoup. Ça lui coulait sur le menton. Le père a fait exactement ce que tu penses qu'il a fait. Il a mis la tête du rat dans sa bouche, puis il a fermé les dents. Clac! Un coup sec, en secouant la tête, puis en tirant avec ses mains. L'animal s'est retrouvé étêté. Le sang a pissé partout. On entendait le gars mâcher la tête de rat en poussant des petits cris de joie, comme un enfant qui mange du chocolat pour la première fois. Puis là, la vidéo s'arrête. Le jeune raconte que son père il a mangé tout le rat. Il rajoute qu'après ça, son père est redevenu en pleine forme, tout à fait normal, comme si rien s'était passé. Par contre, il mangeait pas. Il paraissait dégoûté par la nourriture. Les pièges à souris puis le poison à rats placés un peu partout sur leur terrain avaient disparu. Parce que l'ado il avait surpris son père à manger 2 autres rats. Puis il avait compris que c'était pas les seules fois parce qu'il n'y en avait plus de rongeurs sur leur terrain. Puis là, la santé de son père a commencé à baisser encore. Il est retourné dans cet état-là un peu bizarre. Le jeune ne savait plus quoi faire. Un soir, en revenant de l'école, il a vu son père accroupi près de la maison. Il y avait des cris d'animaux tout près, des plaintes de bêtes blessées, désespérées. Le père mangeait un chat. Il avait ouvert le ventre, puis il mangeait les intestins du félin.
Quelques jours plus tard, l'homme a avalé le chien des voisins, comme si de rien n'était, comme si c'était normal. L'ado s'est mis à paniquer parce que ces voisins-là, ils ont des jeunes enfants. Fait qu'il a fait ce qu'il fallait. Il a enfermé son père à double tour dans la cave. Sauf que là, il était désespéré. Il achetait de la viande à l'épicerie, mais son père refusait de manger. Il est allé voir dans les fermes pour avoir des produits là, super frais, mais sans succès. Son père voulait toujours manger quelque chose qui était vivant. Il voulait tuer avant de se nourrir. Le jeune s'est dit qu'il devait laisser son père trouver ses proies lui-même, que son père devait chasser. Fait que pour ça, il fallait l'isoler. Fait qu'il est embarqué dans l'auto, même s'il n'avait pas son permis de conduire. Il a mis son père dans le véhicule, puis ils sont partis dans une forêt, là où il y avait un chalet, proche de Louisville. Tout allait bien. Le jeune pensait qu'il avait trouvé une solution. Son père partait chasser, il mangeait, il revenait, puis les autres, ils retournaient au village. Tout allait bien. Mais les sorties du père étaient de plus en plus longues. Des longues heures. C'est devenu des longs jours, puis des fois même des semaines avant qu'il revienne. Le jeune essayait de mener une vie normale, mais il fallait tout le temps qu'il retourne dans la forêt pour retrouver son père. Pendant des mois, ils ont fait ça. Le printemps a passé, puis l'été aussi. Puis là, c'est arrivé l'automne, un moment de l'année où des chasseurs puis des randonneurs vont dans le bois. Il y en a qui vont là pour attraper des belles prises, puis d'autres pour voir les couleurs. Puis le jeune a réalisé qu'il y avait plus de gens dans les bois, puis il a compris que son père devenait de plus en plus sauvage, que c'était un danger pour ces gens-là. Il voulait sortir son père du bois, mais l'homme revenait toujours pas au lieu prévu. Le jeune s'inquiétait sans savoir comment régler son problème. Jusqu'à ce qu'il entende parler de deux chasseurs disparus sans laisser de traces dans le bois. Là, le bois où son père était maintenant, au nord de Louisville. Le jeune écrivait sur Internet parce qu'il voulait savoir quoi faire dans la situation. Il était certain que c'était son père qui était responsable de la tragédie. Il y avait des réponses incrédules là-dessus, des insultes, des commentaires, des gens qui disaient voyons, arrête d'inventer des affaires. Je suis allé voir le profil du jeune. Il n'existait plus. L'ado avait quitté tous les réseaux. Mais j'étais curieux. J'ai cherché puis j'ai trouvé la référence aux deux chasseurs disparus. Puis il y a d'autres gens aussi qui ont été disparus dans ce bout-là. Dans la forêt entre Louisville puis la Naudière, proche de Louisville, proche de Joliette, là où le jeune a dit que ça se trouvait. J'ai décidé de laisser tomber le poison à rat pour gérer tout ça, là. Puis depuis ce temps-là, je m'assure de jamais avoir besoin de m'arrêter quand je roule entre Trois-Rivières et Berthier. Voilà, c'était Désarroi des rats. Et voilà. Et maintenant, une petite dernière, tiens. Poupée molle, poupée folle. Tu connais peut-être l'asile de Sainte-Clotilde au sud de l'autoroute 20, entre Victo et Drummond. C'est une vieille bâtisse délabrée. Quand cet endroit-là était encore en activité, on y soignait des malades qui souffraient de déficience intellectuelle, de handicap ou de troubles mentaux. Ça, c'est la version officielle, bien sûr. Dans les faits, comme dans plusieurs autres institutions de ce genre-là, on y développait des traitements expérimentaux, sans être inquiétés des normes ou du respect des patients. Les gens hurlaient de toute façon à toute heure du jour ou de la nuit. Quelques cris supplémentaires de malades, endurant des tortures inhumaines, passaient inaperçus. Le traitement le plus prometteur développé là-bas impliquait une poupée de chiffon. Son regard était formé de deux yeux en bouton et ses cheveux étaient en laine jaune, longs d'une dizaine de centimètres. Sa blouse rouge et sa salopette en jeans, cousue de retailles de tissu, semblaient déjà usées par le temps. Son étrange demi-sourire était fait d'un fil noir suturé maladroitement. On racontait qu'elle avait été confectionnée par la première responsable des patients à l'époque de l'ouverture de l'asile, quand des frères s'occupaient des lieux. Cette poupée servait à soigner les malades souffrant des pires troubles mentaux, ceux qui voyaient des choses qui n'existaient pas, ceux qui parlaient à des interlocuteurs invisibles, ceux qui croyaient être habités par plus qu'un esprit. Certains auraient dit que c'était des fous. C'est comme ça que la poupée est devenue spéciale. C'était à l'époque où on électrisait les patients pour les soigner. On croyait que les maladies mentales, c'était une mauvaise circulation électrique dans le cerveau. Les supposés docteurs faisaient passer un courant dans le cerveau des malades en espérant rétablir les connexions. On branchait des électrodes sur le crâne des patients. On en apposait d'autres sur la tête de la poupée. Puis on disait aux malades que leur folie allait se transférer dans la poupée. Puis là, on envoyait du courant. Puis j'ignore comment ça s'est produit, mais la rumeur raconte que les patients guérissaient pour vrai. Schizophrénie,
hallucinations, troubles de personnalité. Tout ça disparaissait. À peu près au même moment, une rumeur a commencé à circuler dans le village. Les gens racontaient qu'il y avait des bruits dans leur maison la nuit. Certains disaient avoir aperçu une silhouette, toute petite, portant une salopette en jeans et une blouse rouge, qui se sauvait en courant. Des poules ont été retrouvées la tête coupée, les plumes enduites de sang. On a cru que c'était l'œuvre des renards, mais jamais les animaux ne laissent des traces aussi nettes avec leurs dents. Des chats ont été retrouvés, éviscérés, leurs entrailles sanguignolantes répandues sur plusieurs mètres. On a cru que c'était l'œuvre des rats musqués, répandus dans la région, mais jamais leurs griffes n'auraient pu faire des coupures aussi claires. Des chiens ont été retrouvés, écorchés vifs, leurs muscles nus frémissant dans le soleil levant. On a cru que c'était l'œuvre d'ours des forêts autour, mais jamais les grosses bêtes n'auraient pu arracher la peau sans abîmer les cabots. Les coupures étaient droites, presque chirurgicales, à croire qu'elles avaient été faites par quelqu'un ayant une formation médicale ou quelqu'un ayant observé à répétition des médecins fendre la chair des patients avec des lames acérées. Puis une nuit, une mère s'est réveillée, en sursaut, dans une maison qui était peut-être à une centaine de mètres de l'asile. Elle avait entendu un grand cri et des petits pas précipités. Elle est sortie du lit en panique et s'est élancée vers la chambre de son fils. Du sang recouvrait tous les murs et baignait le garçonnet à la gorge tranchée. En se retournant, la femme a vu une minuscule silhouette, armée d'un bistouri, qui fuyait dans le couloir. Le temps de la rattraper, la femme craignait le pire. La poupée folle courait vers la chambre de la grand-mère. Quand la mère est entrée dans la petite pièce où elle dormait, elle l'a vue, la poupée molle, plonger le bistouri dans les yeux de la grand-mère. La lame tournait et tournait, tandis que la vieille dame hurlait, hurlait. La femme s'est mise à crier pour arrêter l'affreuse poupée. Et quand celle-ci a tourné la tête vers sa prochaine victime, ses deux yeux en bouton brillaient d'un désir meurtrier. Son demi-sourire sadique, cousu de fil noir, s'était métamorphosé en rictus sadique de sang barbouillé. La mère, par réflexe, a saisi le tisonnier dans le foyer tout près, puis a frappé la fillette de chiffon à répétition. La tige de métal, chauffée par les braises, a mis le feu à la poupée. Elle s'est sauvée, en courant à toutes jambes vers l'asile, le feu la consumant à mesure qu'elle fuyait. C'est cette nuit-là qu'un incendie a ravagé l'asile. 9 patients sont morts, 2 infirmières aussi. Les pompiers ont sauvé une partie de la bâtisse, mais le mal était fait. On a fermé l'asile. La femme qui avait blessé la poupée a été arrêtée et accusée du meurtre de son enfant et de la mutilation de sa mère. Elle n'a pas arrêté de clamer son innocence. Mais personne ne l'a jamais cru quand elle accusait la poupée folle de l'asile. Elle a été emprisonnée à Joliette, dans la section à sécurité maximale. C'est là qu'on la retrouve un matin, défigurée et lacérée, vidée de son sang. Dans les images de la caméra de surveillance, on voit bien que c'est l'œuvre d'une poupée de chiffon au visage brûlé, qui tient dans ses mains une lame de bistouri bien affûtée. Tu te demandes peut-être pourquoi la bâtisse où elle se cache est encore debout. Tout ce que je peux te répondre, c'est qu'à travers les années, plusieurs compagnies ont eu le contrat de démolir l'asile. Mais chaque fois, les premiers hommes sur le chantier ont été retrouvés affreusement mutilés. Chaque fois, les entrepreneurs ont décidé de laisser tomber le projet. Des jeunes téméraires attirés par les légendes sur l'endroit l'ont exploré à la nuit tombée. Plusieurs sont jamais revenus. Les autorités ont décidé de condamner les lieux et de le laisser comme ça, abandonné, en essayant d'en limiter l'accès. Tout ça pour te dire que d'après moi, l'asile de Sainte-Clotilde est là pour longtemps, grâce à la poupée folle qui habite toujours là. Voilà, c'était Poupée molle, Poupée folle. Je te l'avais dit que c'était plus sanglant un petit peu hein, quand même dans ce recueil-là. Donc voilà, c'était le lancement du livre pour te donner un petit peu peut-être envie de le lire. Je t'invite évidemment, les profs, si jamais vous voulez les. Moi, je suis toujours touché quand en classe on les a, les livres évidemment. Donc, les 2 livres existent maintenant. Si vous avez un petit peu de budget, je vous invite évidemment à les lire, à vous les procurer. Demandez-les à vos bibliothèques aussi. Les profs, ça serait vraiment gentil si vous pouviez envoyer un petit message aux parents pour leur mentionner que vous avez fait ça ce matin. Sinon, ben, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, beaucoup de votre présence à ceux qui étaient là et qui quittent. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire, une belle semaine de fin, des belles vacances et
peut-être qu'on va se voir en vrai l'année prochaine, hein, les profs, toujours disponibles pour aller vous rencontrer les élèves, faire toutes sortes d'ateliers d'écriture, toutes sortes de présentations. Vous voulez qu'on écrive des légendes ensemble, je peux aller vous voir. On a fait ça cette année dans quelques classes aussi qui étaient là. Donc, je peux vous montrer un petit peu comment le faire, puis on va s'amuser avec ça. Merci beaucoup à ceux qui s'en vont.